Je me souviens encore du son des moniteurs cette nuit-là, le bip constant, la climatisation glaciale et cette sensation familière que le temps, dans une unité de soins intensifs, s'écoule à un autre rythme, plus dense, plus lourd, plus réel. Alors que la plupart du monde dort, nous, les médecins, apprenons à observer le miracle silencieux de la vie qui se maintient par des fils invisibles. Parfois, c'est une machine qui garde le corps en marche. D'autres fois, c'est quelque chose que la science ne sait pas encore nommer. Je m'appelle Raphaël Moreira. Je suis médecin réanimateur et je travaille dans des unités de soins intensifs. J'ai vu des choses qui m'ont fait croire encore davantage en la médecine et d'autres qui m'ont fait remettre en question tout ce que j'avais appris dans les livres. Parce qu'au fond, il existe une ligne très fine entre ce que nous appelons science et ce que beaucoup appelleraient miracle. J'ai vu des patients sans espoir recommencer à respirer seuls, et j'ai aussi vu des cœurs s'arrêter sans raison apparente, comme s'ils décidaient simplement qu'il était temps de partir. La vie est imprévisible, et l'hôpital est la scène où elle se révèle dans sa forme la plus brute et la plus vraie. Mais certaines histoires nous suivent pour toujours, des cas qui défient les statistiques, les explications, et surtout, l'indifférence que la routine médicale tente de nous enseigner. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est de celle-là. Elle parle d'un homme qui était sur le point de partir et d'une femme qui a refusé de le laisser partir. Une histoire qui m'a fait comprendre que le contact humain, quelque chose de si simple, de si banalisé, peut parfois interférer entre la vie et la mort. Je pourrais me présenter en énumérant mes diplômes, mes spécialisations, mes gardes, mes chirurgies, mais rien de tout cela ne définit le véritable poids de travailler chaque jour face à la limite. Ce qui nous transforme vraiment, ce sont les histoires. Des histoires comme celle que j'ai vécue il y a quelques années, quand une épouse a tenu la main de son mari inconscient et que, d'une manière que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, elle a réussi à le ramener. Depuis ce jour, j'ai compris que la médecine est un pont. D'un côté, la connaissance technique, les médicaments, les protocoles, les tubes, de l'autre, la foi, l'amour, l'espérance. Et au milieu de ce pont, il y a nous, essayant de comprendre comment deux mondes si différents peuvent se rejoindre dans un seul geste humain. Cette chaîne est née pour cela, pour partager les histoires réelles que la science ne parvient pas à expliquer, mais que le cœur reconnaît comme vraies. Si vous croyez qu'il existe des forces qui dépassent la portée des machines, si vous croyez que l'amour peut être plus fort que n'importe quel diagnostic, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir avec moi et à écouter cette histoire jusqu'à la fin. Ce n'est pas une histoire de guérison miraculeuse, ni de technologie révolutionnaire. C'est quelque chose de plus ancien et de plus puissant que tout cela. La connexion entre deux âmes qui ont refusé d'être séparées. Et quand j'aurai fini de raconter, peut-être que vous aussi, vous verrez le toucher d'une main d'une manière différente. Tout a commencé un samedi soir pluvieux. Ce genre de garde où le temps semble s'étirer à l'infini, où la tension flotte dans l'air comme si tout l'hôpital retenait son souffle, attendant quelque chose dont personne ne sait ce que c'est. J'étais en train de réviser des dossiers lorsque le son aigu du moniteur cardiaque a brisé le calme. Le cœur du patient du lit 12, M. Augusto, avait commencé à ralentir. Je me suis précipité dans la chambre avec l'équipe. C'était un homme de 58 ans, victime d'un infarctus massif, hospitalisé depuis 3 jours. Son visage était pâle, son corps immobile, et une femme était assise à son chevet, tenant sa main avec une expression mêlant épuisement et espoir. C'était Elena, son épouse, et plus tard, je découvrirai qu'elle serait la protagoniste silencieuse d'un événement que personne d'entre nous n'oublierait jamais. Mais avant de continuer cette histoire, j'ai besoin de vous demander une chose importante. Cette chaîne est faite pour partager des cas réels comme celui-ci, des moments où la médecine rencontre le mystère, où l'impossible semble se produire sous nos yeux. YouTube ne diffuse ce type de contenu à un plus grand nombre de personnes que s'il y a de l'interaction. Alors, si vous croyez que les miracles existent encore, écrivez dans les commentaires « Je crois aux miracles ». J'ai vraiment besoin d'au moins 100 commentaires pour que cette histoire atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche.
car ce que je vais vous raconter ensuite pourrait changer votre façon de comprendre la vie, et peut-être même l'amour. Le moniteur affichait une ligne irrégulière. Les battements d'Augusto diminuaient. 45, 30, 20. L'équipe se préparait à commencer les manœuvres de réanimation. Je sentais le poids du temps s'écouler entre mes doigts. En soins intensifs, chaque seconde est un abîme entre le maintenant et le plus jamais. Mais à cet instant, quelque chose a attiré mon attention. Tandis que l'alarme retentissait, Elena ne bougeait pas. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Elle serrait simplement la main de son mari un peu plus fort et murmurait quelque chose que je n'ai pas pu entendre à distance. Mais je me souviens de son regard, calme, déterminé, presque serein. C'était comme si elle savait quelque chose que nous, médecins, ignorions encore. Et puis, l'impensable s'est produit. La ligne du moniteur, qui menaçait déjà de devenir droite, a oscillé. Un battement, puis un autre. La ligne, presque morte, a commencé à dessiner un nouveau rythme, d'abord faible, puis plus fort. L'équipe s'est regardée, en silence, essayant de comprendre. Nous avons tout vérifié, les câbles, les électrodes, l'appareil. Tout fonctionnait parfaitement. Mais le cœur d'Augusto avait repris son rythme. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette nuit ne serait pas une garde ordinaire. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Et d'une certaine manière, tout avait commencé dans ce simple toucher d'une main. Quand le cœur d'Augusto recommença à battre, personne ne bougea pendant plusieurs secondes. C'était comme si le temps s'était arrêté dans toute l'unité. Le son du bip-bip du moniteur, que nous avions tant de fois entendu machinalement, semblait soudain sacré. Chaque bip était une affirmation. Il est là. Je regardais Elena. Elle gardait les yeux fermés, le front encore collé contre celui de son mari, comme si elle ne voulait pas rompre ce qui venait de se produire. L'air vibrait d'une manière étrange, presque palpable. C'était ce genre de silence qui précède les larmes, le rire ou la panique. Un silence où chacun de nous savait que nous étions face à quelque chose qui dépassait les manuels. Les minutes suivantes furent d'une tension pure. La fréquence cardiaque d'Augusto était instable, ses battements oscillant entre 40 et 90. Sa pression montait et descendait. Un corps qui semblait être allé trop loin essayait de retrouver le chemin du retour. Je donnais des ordres pour l'oxygène, les vasopresseurs, la surveillance. Les mains tremblantes d'un infirmier me tendaient la seringue, comme s'il doutait lui-même de ce qu'il faisait. Mon cœur battait vite, mais mon esprit restait lucide. C'était ce genre de moment où l'instinct médical et le mystère de l'inexplicable se fondent et où tout ce que l'on peut faire, c'est regarder. Elena ouvrit lentement les yeux. Lorsqu'elle vit le moniteur, une larme glissa sans hâte le long de sa joue. Elle ne dit rien, caressa simplement le visage de son mari et murmura « Je savais que tu reviendrais ». C'était une certitude qui venait d'un autre lieu, une connaissance sans preuve. À ce moment précis, il bougea légèrement les doigts, presque imperceptible, mais nous l'avons tous vu. Elle se pencha sur lui, en larmes, et l'appela par son nom. « Guto, mon amour, c'est moi. Je suis là. » Le moniteur répondit avec un nouveau bip, plus fort, puis un autre, et encore un autre. Les tracés commencèrent à se régulariser, le corps réagissant peu à peu, comme si chaque mot d'Elena le ramenait davantage à la vie que n'importe quelle injection. L'infirmière à ma gauche, en pleurs, serra l'épaule de son collègue et murmura « Docteur, vous avez vu ça ?»« Oui, nous l'avions tous vu. » Et à cet instant, j'ai compris que, peu importe jusqu'où la médecine progresse, il existe des moments où la vie répond à des forces que la science ne peut encore mesurer. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que ce n'était que le début. Le véritable miracle n'avait pas encore eu lieu. Quand le cœur d'Augusto revint à la vie, personne n'osa parler. C'était comme si nous étions devenus les témoins d'un mystère trop fragile pour être brisé par des mots. Le silence dura de longues secondes, entrecoupé seulement du souffle régulier des machines et du martèlement de la pluie contre la vitre. Je regardais Elena. Elle était toujours immobile, les mains posées sur son mari, les lèvres bougeant dans un murmure à peine audible. Puis le corps d'Augusto eut un sursaut, un mouvement de poitrine timide, irrégulier, et ensuite un gémissement, un son rauque, faible, mais humain. C'était lui, essayant de respirer par lui-même. Ses yeux, jusque-là clos,
s'agitèrent sous ses paupières. Elena se redressa, surprise, les larmes roulant sur ses joues. Puis lentement, il ouvrit les yeux, désorienté, mais conscient. Ce que je vis dans son regard, je ne l'oublierai jamais. C'était comme s'il avait traversé quelque chose d'immense et qu'il en était revenu différent. Il la regarda, puis me regarda, tenta de parler, mais sa voix était à peine un souffle. « Je t'ai entendu. » L'équipe entière se figea. Elena tomba à genoux à côté du lit, les mains couvrant son visage. Je pris une profonde inspiration. Aucun de nous ne dit un mot. Il n'y avait rien à dire. À cet instant, j'ai compris quelque chose qu'aucune école de médecine ne m'avait appris. La connexion humaine a une force qui dépasse les lois de la physiologie. Le toucher d'Elena, l'amour présent dans ce geste, avait accompli l'impossible, ramené la vie là où il n'y avait plus rien. Plus tard, nous avons tout revu, les dossiers, les paramètres, les protocoles, aucune erreur, aucun retard. Rien n'expliquait ce retour. Selon la logique médicale, il n'aurait pas dû revenir. Et pourtant, il était là. Et le tournant du cas était évident. Le moment précis où elle lui a pris la main et l'a appelé. Depuis ce jour, j'ai commencé à regarder chaque patient autrement. J'ai compris qu'il y a quelque chose dans l'amour. Un amour vrai, profond, capable de restaurer ce qui est au bord de la fin. Et parfois, la médecine n'a qu'à faire une chose, laisser cet amour agir. Les heures suivantes furent un mélange de silence et d'incrédulité. L'équipe, qui quelques instants plus tôt luttait contre l'inévitable, restait à présent figée autour du lit, comme si un souffle sacré remplissait la pièce. Les moniteurs bipaient régulièrement. Le corps d'Augusto réagissait bien, et Elena était toujours là, serrant sa main, un léger sourire tremblant. Aux lèvres, chaque contact semblait répéter la même vérité. Il est là, il est revenu. Je restai auprès d'eux un moment, observant. Cette scène me fit réfléchir à toutes ces fois où j'avais vu des gens partir entourés d'amour, et d'autres, seuls. Et je remarquai un motif silencieux. Ceux qui partent seuls semblent s'en aller plus vite, comme aspirés par le vide. Ceux qui sont retenus par quelqu'un, parfois, trouvent une raison de rester. Quand je me suis formé, je croyais que tout se résumait à des statistiques, à des probabilités. J'avais appris à faire confiance aux chiffres, aux examens, aux preuves. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu cette nuit-là. Il y a une différence profonde entre soigner et préserver la vie. Et c'est Elena qui me l'a apprise sans prononcer un mot. Après avoir stabilisé Augusto, nous avons quitté la chambre en silence, laissant un moment d'intimité au couple. Je suis resté dans le couloir, adossé au mur froid. Dehors, la pluie continuait à tomber doucement, comme si le monde, là-bas, ignorait le miracle qui venait de se produire ici. Un frisson parcourut mon corps. Ce n'était pas de la peur, c'était de la révérence. Une révérence pour ce que je ne comprends pas encore, pour ce que la science tente de nommer, mais que peut-être seule l'âme peut saisir. 1 heure plus tard, je suis retourné dans la chambre. Elena était toujours assise à côté de lui, tenant sa main. Il respirait à présent avec assistance, mais ses signes vitaux étaient bons. Elle me regarda et dit, d'une voix calme, presque paisible, « Docteur, je savais qu'il n'était pas parti. Je sentais qu'il était encore là. Je suis resté silencieux quelques secondes. J'aurais pu lui parler de réflexes tardifs, de stimuli neurologiques, de réactions résiduelles. Mais rien de tout cela ne collait à ce que je venais de vivre. Ce qui s'était passé n'était dans aucun manuel. Et, au fond, je le savais. La science peut expliquer les mécanismes de la vie, mais pas la volonté de vivre. Les jours suivants furent une véritable leçon de guérison. Contre toute attente, Augusto évolua bien. En moins d'1 semaine, nous avons retiré la ventilation mécanique. Et quand il a recommencé à parler, sa première demande fut « Je veux voir Elena ». Elle s'approcha du lit, émue. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, avec cette intensité qu'ont ceux qui ont frôlé la frontière de l'existence. « Tu m'as appelé, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Oui », répondit-elle, les larmes aux yeux. « Et je t'ai entendu. » Ces quelques mots eurent sur moi plus d'impact que n'importe quelle conférence médicale. Je compris alors que la conscience humaine dépasse peut-être les simples signaux électriques du cerveau, qu'il existe en nous quelque chose, une étincelle, une présence, qui continue d'écouter, même lorsque le corps semble avoir abandonné. À ce moment-là,
j'ai compris que l'histoire d'Augusto et d'Elena n'était pas seulement celle d'un retour inexplicable. C'était une histoire sur le pouvoir de la connexion, sur la manière dont l'amour véritable est, en quelque sorte, un langage universel, capable de traverser le silence, la peur et même la mort. Je suis rentré chez moi ce soir-là, le cœur serré, mais léger, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai levé les yeux vers le ciel avant de dormir, pas comme un médecin, mais comme un être humain qui tente de comprendre le mystère d'être en vie. Les jours suivants, je suis retourné voir Augusto et Elena chaque matin. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui me ramenait à eux, comme si j'avais besoin de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Chaque fois que j'entrais dans cette chambre, je retrouvais la même scène. Elena, assise près de lui, ses doigts entrelacés aux siens. Elle ne parlait presque pas. Elle était simplement là, présente, et c'était curieux. Quand elle était là, les paramètres vitaux d'Augusto s'amélioraient. Pression stable, oxygénation équilibrée, rythme cardiaque régulier. Mais dès qu'elle s'éloignait, les petites variations revenaient. C'était comme si son corps reconnaissait son toucher comme un signal de sécurité. Un des internes plaisanta. « Docteur, on devrait prescrire la visite de l'épouse toutes les 2 heures. » J'ai souri, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. En médecine, nous traitons souvent le corps comme une machine complexe. Et c'est vrai, il l'est. Mais nous oublions que l'énergie qui l'anime n'est pas seulement chimique. Il y a, entre 2 êtres humains, quelque chose d'indéfinissable, que ni les statistiques ni les microscopes ne peuvent saisir. Un regard, un souvenir, un toucher. Tout cela peut modifier non seulement les émotions, mais aussi les réactions physiologiques. Et là, sous mes yeux, je le voyais se produire. C'était une guérison qui ne se mesurait pas en chiffres, mais en vibrations. Quand Augusto a quitté les soins intensifs, j'ai tenu à l'accompagner jusqu'à la sortie. Il marchait lentement, appuyé sur le bras d'Elena, un sourire timide aux lèvres, comme quelqu'un qui tente encore de comprendre pourquoi il a eu droit à une seconde chance. Avant de partir, il m'a dit quelque chose qui m'était resté gravé. « Docteur, je me souviens de tout. Je me souviens du son des appareils. Et ensuite, juste le vide. C'était comme si j'étais dans un endroit sans temps, sans forme. Mais alors j'ai entendu sa voix, et c'est cette voix qui m'a ramené. Je suis resté silencieux, l'écoutant. Il continua. Ce n'était pas une voix lointaine. C'était comme si elle était à l'intérieur de moi. Je ne voyais rien, mais j'ai senti la chaleur de sa main. Et c'est ça qui m'a donné envie de revenir. Ces mots, venant d'un homme qui avait été cliniquement mort pendant plus de 10 minutes, m'ont traversé d'une manière difficile à décrire. J'avais lu des récits similaires, des études sur les expériences de mort imminente, sur la conscience au-delà du corps. Mais le vivre, le voir de mes propres yeux, c'est tout autre chose. Après leur départ, je suis resté un moment dans le couloir, regardant l'ascenseur se refermer. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'humilité et de gratitude. Humilité, en réalisant que malgré toute la technologie, l'être humain reste un mystère insondable. Et gratitude, d'avoir été témoin de quelque chose qui dépasse tout protocole médical. Plus tard, cette même semaine, j'ai discuté du cas avec quelques collègues. Certains ont cherché des explications physiologiques, peut-être une réponse tardive à la dernière dose d'adrénaline, peut-être une coïncidence. D'autres, plus sceptiques, ont préféré parler d'un événement spontané rare. Mais aucun d'entre eux n'a su commenter ce que nous avions tous vu, le moment exact où le contact d'Elena coïncida avec le retour des battements. Et, curieusement, personne ne doutait. C'était comme si, même parmi des médecins habitués à vivre entourés de logique, un accord silencieux s'était formé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être vraies. J'ai revu Elena et Augusto 1 mois plus tard, en consultation. Elle m'a dit qu'il avait changé, plus calme, plus attentif, plus reconnaissant. Et elle m'a confié une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Docteur, je crois qu'on meurt un peu chaque jour et qu'on revit chaque fois que quelqu'un nous rappelle qu'on est aimé. » Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des semaines, parce que c'est exactement ce que je vois, sans toujours le remarquer, chaque jour à l'hôpital. Dans chaque regard en quête d'aide, dans chaque geste de soin, il existe un fil invisible qui relie 2 cœurs, celui du patient et celui du médecin, celui du corps et celui de l'âme, celui de la peur et celui de l'espérance. Et parfois,
c'est ce fil-là qui décide si le cœur recommencera à battre. Depuis cette nuit-là, j'ai appris quelque chose qu'aucune faculté n'enseigne. La médecine sauve des corps, mais l'amour sauve des vies. Et le jour où nous oublierons cela, nous cesserons d'être des médecins. Nous deviendrons seulement des techniciens de chair et d'os manipulant des machines qui, elles aussi, un jour, s'arrêteront. Des mois passèrent après cette garde. La vie à l'hôpital reprit son cours. De nouveaux patients, de nouveaux défis, des décisions urgentes à prendre chaque jour. Mais malgré le rythme effréné, le cas d'Augusto et d'Elena restait vivant dans mon esprit. Chaque fois que le son des moniteurs résonnait dans l'unité, une partie de moi revenait à cette nuit pluvieuse, à ce moment où l'impossible s'était produit. J'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi. Avant, je considérais l'unité de soins intensifs comme un champ de bataille, un lieu où la vie et la mort se confrontent en silence et où le médecin n'est qu'un commandant essayant de maintenir l'ordre dans le chaos. Mais après cet épisode, j'ai commencé à voir l'hôpital comme un lieu sacré. Chaque patient, chaque battement, chaque respiration portait quelque chose d'invisible, une histoire, un lien, une force qui, aussi discrète soit-elle, pouvait décider du destin. Certains collègues remarquèrent ce changement. Un matin, une infirmière me dit « Vous êtes plus silencieux qu'avant, Raphaël ». Je répondis « Pas silencieux, juste plus à l'écoute ». Et c'était vrai. J'avais appris à écouter non seulement les sons des machines, mais aussi les silences entre ces sons, ces pauses qui en disent souvent. Plus que les alarmes, j'avais appris à observer le regard d'un proche, la main qui se tend, le soupir retenu. Ces détails, autrefois insignifiants, me semblaient désormais des signes précieux de ce qui compte vraiment. Elena et Augusto revinrent plusieurs fois à l'hôpital pour des examens de routine. Il allait bien. Il avait repris sa vie avec une sérénité nouvelle, une paix difficile à décrire. Lors d'une de leurs visites, nous avons discuté. Il me confia qu'il avait changé sa façon de vivre. Avant, docteur, je courais contre le temps. Je croyais que la vie était trop courte pour être gaspillée. Maintenant, je vois que c'est la précipitation qui nous vole le temps. Elena sourit et ajouta doucement « Il a appris à marcher plus lentement et à tenir ma main plus souvent ». Cette phrase, si simple, portait un pouvoir immense. Combien de fois négligeons-nous le contact avec ceux que nous aimons? Combien de fois oublions-nous de regarder dans les yeux, d'être vraiment présents? À l'hôpital, je voyais chaque jour des gens lutter pour un souffle d'air. Et pourtant, dehors, tant d'autres gaspillent leur vie à courir après des choses qui, au fond, n'ont aucune importance. Peut-être que le vrai miracle n'a pas été le retour d'Augusto, mais ce qui est né après ce retour, la transformation silencieuse qui survient quand on comprend la valeur d'un geste. Et cette transformation n'a pas eu lieu qu'en eux, elle s'est produite en moi aussi. J'ai commencé à parler davantage avec les familles, à permettre qu'elles restent un peu plus longtemps auprès des patients. J'ai commencé à encourager de petits gestes d'affection, même dans les moments les plus critiques. Et, à ma grande surprise, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les patients se rétablissaient plus vite. Ce n'était pas une règle scientifique, mais une constatation empirique. La présence humaine, le contact, la foi, tout cela semblait exercer un effet que aucune machine ne pouvait reproduire. Un jour, un collègue me demanda, d'un ton un peu sceptique, « Raphaël, tu crois vraiment que l'amour guérit ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu « Je crois que l'amour réveille la volonté de vivre, et c'est cette volonté qui guérit. » Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que cette nuit a changé le cours de ma vie professionnelle et personnelle. Je suis toujours le même médecin, rationnel, dévoué, passionné par la science. Mais maintenant, je sais qu'il existe, au cœur de la médecine, un espace où l'inexplicable réside et qu'il mérite d'être respecté. Parce qu'il y a des moments où le remède, c'est le toucher, et la guérison, c'est le regard. Et il y a des personnes, comme Elena, qui nous rappellent que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force vitale. Cette garde m'a appris plus sur l'essence de la vie que toutes mes années d'études. Et depuis ce jour, je porte en moi une certitude. La main qui tient ne retient pas seulement la chair, elle retient le destin. Avec le temps, j'ai compris que l'histoire d'Augusto et d'Elena ne leur appartenait pas seulement. Elle nous appartient à tous. Chaque fois que je repense à cette nuit, je sens en moi
une responsabilité, celle de raconter, de faire comprendre que derrière chaque diagnostic, il existe quelque chose que la médecine ne peut pas encore mesurer, le pouvoir du lien humain. J'aurais pu garder cette histoire pour moi, la laisser se perdre parmi tant d'autres cas accumulés par la routine hospitalière. Mais quelque chose en moi me disait qu'elle devait être racontée, pas comme un conte de miracle, mais comme un rappel. Il existe des forces subtiles qui agissent lorsque l'amour est vrai. Et peut-être que si plus de gens en étaient conscients, nous verrions moins de désespoir, moins d'abandon et plus de foi. Foi en la vie, foi en l'autre, foi dans le simple acte d'être présent. À une époque où la vitesse gouverne tout et où la connexion se limite aux écrans, il est si facile d'oublier l'importance du contact. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux, un cœur recommencer à battre au contact de la main aimée, et cela m'a fait repenser à ce qu'est vraiment la guérison. Guérir, ce n'est pas seulement éliminer la maladie, c'est ranimer ce qui dormait dans l'âme. Parfois, le corps cède parce que l'esprit se sent seul, et il suffit d'un geste, d'une parole, d'un regard, d'une main, pour rappeler à cet esprit qu'il a encore une raison de rester. Je sais que beaucoup d'entre vous, en regardant cette vidéo, traversent peut-être des moments difficiles. Certains ont un proche hospitalisé, d'autres affrontent leur propre douleur, la perte ou l'incertitude. Et je veux vous dire quelque chose que j'ai appris à travers cette histoire. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une présence qui peut se manifester au moment le plus inattendu. Parfois à travers la foi, parfois à travers l'amour de quelqu'un qui refuse de lâcher votre main. Je me souviens d'une conversation avec Elena, quelques mois après la sortie de l'hôpital. Elle m'a dit une phrase que je garde comme un trésor. « Docteur, à ce moment-là, je n'ai pas demandé un miracle. J'ai juste demandé qu'il sente que j'étais là. Et je crois que c'est cela qui l'a fait revenir. » Ces mots m'ont profondément transformé, parce que ce qu'elle appelait présence est peut-être le langage le plus pur qui existe entre les êtres humains. Il ne demande pas de mots, il ne demande pas de promesses, seulement de la vérité. Et c'est cette vérité-là qui a traversé l'espace entre la vie et la mort, et qui a ramené Augusto. En tant que médecin, je continue de croire en la science. Elle est la base de ma profession. Mais aujourd'hui, je crois aussi en quelque chose qui va au-delà du microscope et du scalpel. Je crois que la foi et l'amour ne s'opposent pas à la raison. Ils la complètent. Un corps peut être soigné avec des médicaments, mais l'esprit doit être touché par l'empathie, par l'humanité, par la compassion. Et c'est cela qui fait de la médecine un art et pas seulement un métier. Ce que j'ai vécu cette nuit-là m'a appris à voir mes patients autrement. Quand quelqu'un entre en soins intensifs aujourd'hui, je ne vois plus seulement des chiffres ou des graphiques. Je vois des histoires, je vois des liens, je vois quelqu'un qui, peut-être, est au bord du gouffre, mais qui peut encore entendre, peut encore ressentir, peut encore être appelé à revenir. C'est pourquoi, si vous regardez cette vidéo maintenant, je veux vous demander une chose: valorisez le contact, embrassez ceux que vous aimez, regardez-les dans les yeux, même lorsque les mots manquent, parce que vous ne saurez jamais quand ce simple geste peut changer le destin de quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas médecin, mais la vérité, c'est que nous avons tous, à notre manière, le pouvoir de guérir. Nous guérissons quand nous pardonnons, quand nous écoutons, quand nous offrons notre présence. Et parfois, cette présence est tout ce dont quelqu'un a besoin pour continuer à se battre. Alors, avant de terminer, fermez les yeux un instant. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Imaginez maintenant que cette personne puisse ressentir la chaleur de votre main, le son de votre voix, le poids de votre amour. Comprenez ceci, ce geste peut traverser n'importe quelle distance, même celle qui sépare la vie de la mort. Après cette nuit, beaucoup de choses ont changé dans ma façon de voir le monde, pas seulement en tant que médecin, mais en tant qu'être humain. À chaque nouvelle garde, je réalise que, derrière les machines et les protocoles, il existe une énergie qui nous relie tous et que, lorsqu'elle est touchée, elle peut transformer jusqu'au destin le plus incertain. Au cours de ma carrière, j'ai vu des patients lutter avec acharnement et survivre, et d'autres, qui semblaient avoir abandonné, partir sans un mot.
Mais le cas d'Augusto et d'Elena m'a appris quelque chose qu'aucune statistique ne pourra jamais traduire. Parfois, ce qui sépare la vie de la mort, c'est la force d'un amour qui refuse de s'en aller. Quand cette force se manifeste, même l'impossible doit céder. Elena n'était pas médecin. Elle n'a pas injecté d'adrénaline. Elle n'a utilisé aucun appareil sophistiqué. Tout ce qu'elle a fait, c'est rester, alors que tout le monde pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Et peut-être est-ce exactement ce que la vie attend de nous, rester, même quand le désespoir veut nous faire fuir. Parce que, parfois, le simple fait de tenir la main de quelqu'un est le remède le plus puissant qui soit. Aujourd'hui, des années plus tard, quand je revois le couple en consultation, je ressens toujours le même frisson. Ils avancent lentement, main dans la main, comme s'ils avaient compris, sans même en être conscients, que le destin peut changer quand deux âmes décident de rester liées. Et chaque fois qu'ils me remercient, je pense que, en réalité, c'est moi qui devrais les remercier. Parce que c'est à travers eux que j'ai redécouvert le sens le plus profond de la médecine, et peut-être celui de la vie elle-même. Quand je quitte l'hôpital la nuit et que le vent froid effleure mon visage, je regarde souvent les lumières de la ville et je me rappelle, quelque part, en ce moment même, quelqu'un lutte pour sa vie. Et à côté de cette personne, il y a toujours quelqu'un qui prie, qui pleure, ou simplement tient une main. Cette présence invisible, c'est elle qui maintient le monde en mouvement, silencieuse mais réelle. Et c'est pour cela que je crois que nul geste d'amour n'est jamais vain. Même si vous n'en voyez pas le résultat immédiat, l'univers répond toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous remercier de tout cœur. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple, c'est celle de nous tous. Elle parle de ce que nous sommes capables de faire lorsque nous laissons l'amour guider nos actions, et si, d'une manière ou d'une autre, elle a éveillé quelque chose en vous. Alors, faites partie de cette chaîne. Laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires « Je crois en la force de l'amour ». Ces commentaires ne sont pas de simples chiffres, ce sont des mots qui résonnent. Chaque fois que quelqu'un écrit cela, le message va plus loin, atteint plus de cœurs et peut-être arrive jusqu'à quelqu'un qui a besoin de l'entendre pour continuer. Et qui sait, peut-être qu'une simple vidéo comme celle-ci sera la main que quelqu'un attend pour se relever. Dans les prochaines vidéos, je partagerai d'autres histoires vraies. Certaines mystérieuses, d'autres inspirantes, mais toutes authentiques. Des histoires qui prouvent que la médecine repose sur la technique, oui, mais aussi sur la foi, la compassion et l'humanité. Parce qu'au fond, c'est cela qui nous maintient vivants, notre capacité à ressentir, à nous relier et à continuer à croire, même quand tout semble perdu. Fermez les yeux un instant, pensez à quelqu'un que vous aimez. Imaginez que cette personne puisse sentir votre présence, même à distance. Gardez cette sensation précieuse, car c'est elle qui fait battre le cœur du monde. Le contact invisible entre deux âmes. Et souvenez-vous, parfois, tenir une main, c'est tenir un miracle.